Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 11e webinaire de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Donc pour cette journée, je suis accompagnée de Julia Laurence qui est nouvellement arrivée à PQNA, qui travaille sur les politiques contractuelles et la transition. Et donc aujourd'hui, autour du sujet de l'énergie, c'est pour ça qu'elle m'accompagne et échangera avec vous dans le chat. Donc bonjour Julia. Bonjour Colline, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu aujourd'hui à cette webconférence. Donc, petit rappel technique comme d'habitude, vous n'avez pas de micro, vous ne pouvez donc pas parler, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et à parler dans le chat. Donc ça, vraiment, libre à vous, n'hésitez pas. Petit rappel pour le dernier webinaire, on était sur les questions de vieillissement et comment ça peut être un levier pour la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et donc, on avait plusieurs intervenants. On avait Raphaël Roguet, le responsable du pôle d'appui aux politiques publiques du territoire au Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. On avait également deux élus, Jean-Louis Merceau, qui est maire de La Rochefoucauld en Angoumois, ainsi que Patrice Laurent, qui est le maire de Mourinx et aussi le président de la communauté de communes de la Cortaise. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des questions de transition, des questions notamment d'énergie, de transition énergétique. Comment les collectivités peuvent-elles et prennent-elles en main le sujet de l'énergie Et donc, pour répondre à cette question, nous aurons plusieurs intervenants, notamment donc, Amandine Webb, qui est directrice de l'AREC, l'agence, pour être sûre de ne pas me tromper, l'agence régionale d'évaluation environnement et climat, ainsi que Patrick Sabin, qui est le maire des Courses, et Éric Bellouin, le maire de Saint-Clément, qui est en vidéo et qui a gentiment accepté notre invitation au pied levé. Donc, je vous le remercie encore une fois. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui sont sur les enjeux territoriaux liés aux questions énergétiques, quel est le bouquet d'actions dont les collectivités peuvent se saisir pour aller vers une transition énergétique, mais aussi quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les collectivités et quels sont les outils qui sont à leur disposition. Donc, pour échanger sur tout cela, je vais inviter notre première intervenante et je remercie Julia pour cette introduction et pour l'accompagnement dans le chat. Donc, Amandine Webb, je vous invite à me rejoindre. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous en prie. Je vous invite à lancer le diaporama aussi pour qu'elle puisse avoir ses notes. Donc, Amandine Webb, vous êtes directrice de l'AREC. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la place et du rôle des collectivités dans cette question de la transition énergétique. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Donc, on va être un petit temps ensemble, une vingtaine de minutes. Hein. C'est bien cela. Donc, je vais vous présenter rapidement l'agence. D'abord, la structure, d'où je parle, si je puis dire. L'AREC Nouvelle-Aquitaine, si vous pouvez défiler le diaporama, et je vous en remercie. C'est un outil régional. On est une association composée de 14 personnes, basée principalement à Poitiers, avec une petite partie de l'équipe à Bordeaux. Notre métier, c'est la production de connaissances et la fourniture d'outils, de données, dans le domaine de la transition énergétique, mais également dans le domaine des déchets, donc le domaine de l'économie circulaire et plus globalement des flux de matière transitant à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un outil mutualisé puisque nos données sont accessibles, on le verra peut-être à la fin, en libre accès sur différentes plateformes Internet. Mutualisé également parce que nous sommes issus d'un financement à parité entre le Conseil régional et l'ADEME. Notre mission, donc au-delà de la production de données, c'est aussi l'animation de réseaux de partenaires, réseau de partenaires observatoire énergie d'un côté, observatoire déchets de l'autre. Et l'objectif, c'est de pouvoir partager, de réfléchir ensemble à la connaissance que l'on présente, voire de creuser certains sujets dans le cadre de groupes dédiés pour pouvoir avancer et répondre à des enjeux localisés en Nouvelle-Aquitaine. On va continuer à défiler si cela vous va. On va poursuivre encore. Merci. Avant de démarrer l'explication et un panel de la situation en Nouvelle-Aquitaine, je souhaitais juste repositionner quelques ordres de grandeur sur l'enjeu global qui est le réchauffement climatique. On ne peut pas le résumer et le réduire à notre région Nouvelle-Aquitaine. Juste pour vous rappeler quelques chiffres qui ont été émis dans le rapport du GIEC, dans le 6e rapport du GIEC. Ordre de grandeur premier, ce sont déjà les gigatonnes de CO2 qui ont déjà été émises dans
dans l'atmosphère. Donc, on est en cumulé un petit peu moins de 2600 gigatonnes. Donc, vous avez le bâton, c'est le bâton bleu-vert là que vous voyez à droite du texte. Et en dessous, vous avez les tonnes que l'on peut encore émettre si on souhaite garder un niveau de température acceptable, soit à 1,5 degré, soit à 2 degrés. Donc ça, ce sont les estimations qui ont été mises par le GIEC. Et vous voyez du coup dans le graphe, juste en dessous des bâtons bleus, sur la partie droite, si on veut maintenir une température acceptable à 1,5 degré à horizon 2100, il nous reste à émettre, si je puis dire, encore 400 gigatonnes. Donc, on peut dire qu'on a consommé déjà une bonne partie du gâteau. Si on est sur un scénario à 2 degrés, c'est 1150 gigatonnes. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce chiffre? Il faut voir qu'aujourd'hui, annuellement, on en émet à peu près 60, 59 gigatonnes au niveau mondial qui ont été mises en 2019. Ce n'est pas un chiffre qui diminue aujourd'hui. Ce qui signifie en gros qu'au rythme actuel, il nous reste, si on reste à ce rythme-là, moins de 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre, enfin de CO2 en l'occurrence restantes, si on veut maintenir une température, une augmentation de la température, la stabiliser à 2 degrés. Donc c'est vraiment des premiers chiffres, ordre de grandeur, pour dire qu'une bonne partie d'émissions ont déjà été mises. Il y a une stabilisation, en gros, il reste moins de la moitié par rapport à ce qui a déjà été émis. Et derrière ça, ce que ça signifie, c'est que chaque tonne de CO2 compte. On va continuer. Le dimensionnement maintenant pour la France, on parle beaucoup de neutralité carbone, donc je voulais, si vous permettez, faire un petit temps de pédagogie sur ce qu'est la neutralité carbone. Eh bien, la neutralité carbone consiste à afficher comme objectif, déjà au niveau national, l'objectif est de pouvoir suivre les prescriptions du GIEC, les constats scientifiques du GIEC, et de viser une stabilisation de la température à 2 degrés et de traduire cette injonction à l'échelle nationale. Donc, ce qui signifie, ce qui revient à peu près à diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre, là on est tout gaz confondu, par rapport aux émissions de 1990, et ce qui est émis, de pouvoir le compenser, absorber ce carbone atmosphérique qui resterait émis par ce qu'on appelle les puits de carbone, à savoir, bon, on a les océans, ça c'est le principal puits de carbone mondial, mais au niveau national, donc c'est plutôt le rôle des forêts et le rôle des sols. Donc c'est ça la neutralité carbone, c'est une réduction massive d'émissions de gaz à effet de serre, et les émissions restantes, je dirais à horizon 2050, on les absorbe, ou on fait de la séquestration carbone en utilisant nos puits de carbone naturels aujourd'hui que sont les forêts et les sols. Voilà. Autre petit point, si on considère qu'on veut une répartition, après si on ramène ça à l'habitant, aujourd'hui on est à peu près au niveau national à 10 tonnes de CO2 par habitant en équivalent CO2. La répartition de ce budget carbone, par habitant, on serait entre 1,6 et 2,8 tonnes par habitant. Donc ça, ce sont des éléments qu'on entend aussi assez souvent. On va passer à la suite, si cela vous va. Donc ça, c'est un dimensionnement pour la France. Je vous propose de continuer. C'est la traduction aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre et ce que l'on a dit tout à l'heure, à savoir l'empreinte carbone qui est à peu près entre 9 et 12 tonnes. Là, on voit, on doit être à 11 tonnes. L'objectif est de la ramener à moins de 3 tonnes par habitant à horizon 2050, si on veut s'inscrire dans cette logique de neutralité carbone. On va poursuivre. Vous avez ici une diapo qui représente un tout nouveau rapport qui a été émis par le Haut Conseil pour le climat, qui a été diffusé la semaine dernière, donc c'est du tout neuf, qui fait un bilan de l'année 2022 et qui fait l'état aussi de la conformité de la France, par rapport à ses objectifs, les objectifs qu'elle s'est elle-même fixée, et un certain nombre de constats ont été posés. Donc, je vous laisse les petits textes qui sont pas forcément lisibles, mais ces éléments, je vous transmettrai certainement le lien vers le rapport du Haut Conseil pour le climat parce qu'il est très très riche d'informations. Et pour rappeler qu'on est tombé, on est tombé assez brutalement en 2022, dans l'été 2022, dans ce qu'on appelle aussi l'ère des conséquences, avec un nombre important de vagues de chaleur, 3 vagues de chaleur, 33 jours de vigilance canicule, la quasi-totalité des départements concernés, avec un premier constat de décès, 2800, je dis un premier constat sur cette année 2022, à moins de 3000 décès qui ont été constatés. Le Haut Conseil pour le climat donc dresse un certain nombre d'autres
des records de température maximale, hein, qui ont été atteints, la plus précoce, hein, le 16 juin, donc 40 degrés le 16 juin dans l'Hérault. Des records absolus qui ont été enregistrés, c'était 42,9 degrés à Biarritz le 18 juin, 42,6 à Biscarrosse le 18 juillet, 40,8 degrés à Castelnaudary le 12 août. Voilà, donc tout ça, un certain nombre de constats ont été dressés et seront dressés maintenant tous les ans, hein, par le Haut Conseil pour le climat. Un constat aussi sur le niveau d'évolution de nos émissions qui diminue à l'échelle nationale, mais à un rythme, aujourd'hui, le constat a été posé, qui est insuffisant pour s'inscrire dans le respect des objectifs à horizon 2030. Avec un rappel très très fort sur l'importance de mise en place d'actions d'atténuation, donc qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'adaptation, qui visent à se préparer et anticiper les conséquences dans lesquelles nous sommes actuellement. On va passer à la suite. On va zoomer maintenant un petit peu plus sur la situation de la Nouvelle-Aquitaine et vous faire un point sur l'aspect énergétique. Donc là, vous avez la traduction sur les émissions de gaz à effet de serre, donc tout gaz confondu à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est juste pour vous indiquer, surtout pour vous permettre de visualiser la trajectoire. Donc la trajectoire de l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre ramenées en équivalent CO2. On a l'année 2020 là, qui avait vu une chute, hein, qui nous avait en quelque sorte remise dans la trajectoire. C'est le contexte de crise sanitaire majeure qui avait vu une réduction forte, hein, des émissions liées au transport, puisqu'il y avait beaucoup moins de transport, aux émissions du secteur industriel, tertiaire massivement. Je vais vous parler de 2021. Bien sûr, la situation malheureusement a réaugmenté en 2021. Un petit peu moins qu'en 2019 et idem 2022, on est sur une diminution, mais on n'est plus dans la chute massive qu'on avait observée en 2020. Pour vous indiquer que même en région Nouvelle-Aquitaine, on retrouve une situation comparable à la France, à savoir des objectifs qui ont été fixés, qui sont ambitieux et conformes au constat national, et aujourd'hui une trajectoire qui est de diminution constatée, hein, depuis 2005, mais insuffisante pour s'inscrire dans cet objectif de neutralité carbone. On va passer à la suite. Et donc ça, c'est la traduction aussi de l'empreinte qu'on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre prisme. On regarde les émissions nécessaires pour le fonctionnement de l'activité d'un néo-aquitain. On dit un néo-aquitain, il se déplace, il mange, il achète des biens de consommation qui peuvent venir de différents pays ou territoires en dehors de la région. Et tout ça, on le traduit dans une empreinte carbone pour vous indiquer, on est à peu près un petit peu moins de 10, et on vous a positionné la cible entre 1,6 et 2,8 tonnes qu'on a vu tout à l'heure, qui correspond à l'objectif national. On va passer à l'énergie. L'énergie, c'est qui consomme et quoi et combien. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur, on calcule en térawattheure. C'est une unité à garder en tête puisqu'on va mettre en regard l'énergie que l'on consomme avec la production d'énergie renouvelable qui existe sur le territoire régional. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on est un petit peu moins de 168 de ces térawattheures. Principalement, à garder à l'esprit, l'énergie consommée, ce sont des énergies fossiles. Produits pétroliers, 40%, moins de la moitié. Gaz naturel, 16%. L'électricité, c'est un petit peu moins d'un quart de la consommation énergétique du territoire. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que souvent, ces enjeux énergétiques sont souvent massivement dédiés à la question de l'électricité, mais on est encore dans une ère d'utilisation massive des énergies fossiles. Donc produits pétroliers, gaz naturel, électricité 24%, et puis une partie qui est l'utilisation de la biomasse, hein, comme énergie, donc les renouvelables, ce qu'on appelle l'énergie renouvelable thermique, également les déchets qui peuvent servir à produire de l'énergie, les biocarburants, etc. Un petit peu de chaleur et une partie infime encore de charbon. Donc ça, c'est quelle énergie consommer en région? Qui consomme cette énergie? Majoritairement, c'est le secteur du bâtiment. Donc, vous voyez dans les petits sigles qui sont au-dessus du graphe, 41%, donc c'est le bâtiment avec 28% le résidentiel, 13% le tertiaire. Donc ça, c'est principalement pour des besoins de chauffage, à plus des 2 tiers. C'est pour le chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires. On a ensuite massivement le secteur des transports. Donc la consommation énergétique est imputable majoritairement au déplacement des personnes. Sur les 35%, c'est réparti. 19% déplacement des particuliers. 35%, c'est le transport de marchandises. Donc voilà les enjeux. Et évidemment, l'objectif est de zoomer sur la situation des collectivités locales, des communes, mais on va retrouver cette photo à différentes échelles territoriales, ce qui signifie que des actions de réduction des consommations énergétiques
induisent nécessairement de s'attaquer à la fois à la question de la mobilité, et c'est le cas la plupart du temps, des transports, et également à la question de l'habitat et des logements. On va continuer la tendance de cette consommation énergétique. Si vous permettez, juste avant, je voulais parler juste de la tendance avant de passer à la diapo. On a un constat d'une diminution de la consommation énergétique avec, en 2021, donc on voit la cassure de 2020, qui était la situation avant la crise sanitaire. En 2021, la consommation a réaugmenté. 2 points sur la situation 2022. On a à nouveau une diminution qui est constatée par rapport à 2021, donc ça, c'est la tendance nationale. Une diminution qui est liée principalement à la situation climatique, c'est-à-dire qu'on a eu un hiver un peu plus doux en 2022, ce qui fait que la grande majeure partie de cette diminution est liée à des situations climatiques plus favorables, mais également, on voit au niveau national une diminution qui est imputable aux mesures de sobriété qui sont induites par l'augmentation massive des coûts de l'énergie. Et ça, il faut en parler aussi. Une dernière note. Alors, je vous mettrai peut-être, je vous renverrai une diapo. Info majeure de la situation 2022 aussi au niveau national, une multiplication par 2,5 de la facture énergétique nationale, principalement du fait du surenchérissement des énergies fossiles, hein, avec du fait de la crise en Ukraine et notamment l'augmentation des prix du gaz et du pétrole importés. Donc, ce qui signifie aussi que les mesures de sobriété énergétique ont acquis une acuité d'autant plus importante pour des raisons de sobriété, d'économie, mais également majoritairement aussi pour des raisons économiques, et ce qui a affecté largement les territoires. On va continuer sur les énergies renouvelables maintenant. Qu'est-ce que l'on produit en Nouvelle-Aquitaine? Eh ben, on produit comme énergie renouvelable, on utilise majoritairement des énergies renouvelables thermiques, c'est la chaleur. Énergie renouvelable thermique, premier poste, c'est la biomasse. Donc, c'est du bois, mais ça peut être aussi d'autres sources de biomasse, des sous-produits. C'est le cas d'industrie papetière. Le vert foncé, c'est de la biomasse utilisée par les collectivités, les entreprises. Donc, c'est tout ce qui hors particulier. Le vert plus clair, c'est le bois utilisé par les particuliers pour se chauffer. Donc, on voit que c'est une part très importante en Nouvelle-Aquitaine. On est une région rurale, on est une région où la desserte gazière n'est pas répandue partout. Donc, on a un constat d'utilisation du fioul encore important. Ça, c'était pour la consommation d'énergie, mais également en termes, du coup, bilan énergétique renouvelable, d'une utilisation importante du bois de chauffage par les particuliers. Ensuite, on va trouver les pompes à chaleur, la géothermie, hein, voilà pour ce bâton de production de chaleur. Ensuite, on a des filières qui produisent de l'électricité. Donc, on va retrouver au premier rang 2021 l'hydroélectricité. Ensuite, on va trouver le photovoltaïque en rouge, et puis en rose, vous avez l'éolien. Après, on a d'autres filières hein, qui fabriquent de l'électricité, notamment l'utilisation de la biomasse. On peut, par cogénération, faire de l'électricité, de la chaleur. Constat 2022, puisqu'on a des chiffres pour les énergies renouvelables beaucoup plus récents, hein, là, c'est pour se calibrer avec le sujet de la consommation d'énergie. En 2022, le constat, c'est que le photovoltaïque est devant l'hydroélectricité, qui était quand même la filière électrique majeure de la région depuis toujours, pour la première fois. Et on pense que c'est une situation qui risque de durer, dans le contexte où pour l'hydroélectricité, on a eu des réductions qui sont liées aussi aux situations de sécheresse. On va passer à la suite pour rester dans un temps compact. On est bien bon. Côté timing. Ici, vous avez représenté la répartition qui est très inégale sur le territoire de l'ensemble de ces filières renouvelables. Donc, encore une fois, il est important de distinguer les énergies renouvelables en fonction de leur utilité, de l'usage électrique ou thermique. Et vous avez cette représentation à la fois avec des cercles selon le poids global de l'ensemble des filières. Donc ça, c'est le graphe qui est plutôt la carte qui est à gauche, qui représente la part respective dans chaque département de cette production énergétique renouvelable, avec la répartition entre un rouge qui est plutôt dédié à la production d'énergie renouvelable thermique, que l'on a vu tout à l'heure, le bois, biomasse, pompe à chaleur, etc. Et pour la partie bleue, la production d'énergie renouvelable électrique. Et on voit qu'on a des disparités majeures selon les départements. Malgré tout, on voit que la plupart des départements ont cet usage majoritaire de production majoritaire de renouvelables thermiques, avec des exceptions. Donc, on voit notamment sur le territoire de la Corrèze, avec une production d'hydroélectricité qui est très, très forte.
On voit qu'il passe devant le bleu, la part du bleu est supérieure à la part du rouge. Si on décortique un petit peu, il nous semblait intéressant de vous montrer la répartition pour chaque filière. Filière thermique d'un côté, filière électrique de l'autre, et on voit la grande disparité suivant, le tissu industriel qui et le type d'activité industrielle. On voit, en Gironde, dans les Landes ou, en Haute-Vienne, le poids important des industries papetières, par exemple, qui sont à l'origine d'un usage massif de biomasse. Donc là, ce sont des sous-produits qu'on appelle par exemple des liqueurs noires qui sont utilisés massivement dans ces activités-là, mais des activités aussi qui vont utiliser le bois énergie pour les besoins industriels. On va trouver aussi dans certains autres territoires un usage plutôt peu desservi en gaz, un usage massif du bois énergie pour les particuliers. Pour les filières électriques, vous avez la dernière cartographie. On voit, c'est la filière, enfin les filières qui illustrent la plus grande disparité, avec un nord de la région, Aix-Poitou-Charentes, plutôt massivement représenté par une production issue de l'éolien. C'est la filière rose. Au sud de la région, vous avez Gironde et puis Landes, massivement un usage représenté de solaire photovoltaïque et puis un peu de biomasse électrique. Et puis, on voit les deux départements qui remportent la palme pour l'hydroélectricité, à savoir les Pyrénées-Atlantiques et puis la Corrèze. Donc, pour vous illustrer que chaque territoire dispose de ressources, de richesses, on est une région qui a une très grande richesse et qui illustre le plus massivement une grande diversité de ce mix énergétique renouvelable qui est évidemment inégalement réparti selon l'existence de vent, selon l'existence aussi de relief, selon aussi les disponibilités en surface de territoire, et que le mix énergétique du coup s'exprimera différemment selon les possibilités, les ressources et aussi les volontés politiques existant sur chaque territoire. On va passer à la suite. Donc voilà pour ce panel. Et maintenant, pour finir cet exposé sur la situation à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez une illustration de la situation sur les traits pleins ou les bâtons pleins d'un côté, avec les trajectoires. Enfin, les trajectoires, ce sont juste uniquement un positionnement des objectifs à 2030 et 2050 ont été fixés dans le cadre du SRADET, donc de la planification régionale, le schéma régional d'aménagement développement durable et d'égalité des territoires, qui a fixé des balises à 2030 et 2050. Vous avez aussi la traduction des objectifs nationaux, mais on voit, on est dans une situation assez proche. Et puis, en pointillé, c'est une trajectoire fictive, parce qu'après, évidemment, selon les possibilités, les différents développements, on n'est pas forcément dans une logique linéaire. Mais c'est pour vous donner plutôt une épure et pour vous indiquer que même constat qu'au niveau national, l'effort massif, donc la consommation d'énergie, c'est tout en haut, est à faire du point de vue de la réduction des consommations d'énergie pour arriver à diminuer de moitié à horizon 2050 nos besoins énergétiques. En bas, vous avez la production énergétique renouvelable. Donc, pour vous indiquer que c'est le ratio, là, la courbe bleue, c'est un ratio qu'on suit de très très près. C'est la production d'énergie renouvelable divisée par la consommation d'énergie à l'échelle d'un territoire. On est de 26% au niveau régional. Le but, c'est d'atteindre 50%, voire de dépasser, avoir une production renouvelable qui aille au-delà de la consommation de l'énergie du territoire à horizon 2050. Donc voilà pour positionner ces enjeux. Donc une intensification sur le territoire constatée sur à la fois le développement de l'ensemble de ces filières, de ce bouquet d'énergie renouvelable et la réduction des consommations d'énergie. On va passer à la suite sur comment faire. Alors, je ne viens pas avec des modes d'emploi, mais si ce n'est que vous dressez les modes d'emploi, et le pratico-pratique, finalement, va venir de vos élus, d'entre vous, de vos échanges et des bonnes pratiques que vous avez mis en place. Si ce n'est de vous rappeler des grands principes, surtout de ne pas opposer les deux thématiques, l'atténuation et l'adaptation. C'est vrai que pendant un temps, on focalisait souvent les plans climat, on focalisait les actions sur le sujet atténuation. C'est tout à fait nécessaire, indispensable, en gros, de couper le robinet. On a vu chaque tonne de CO2 compte, et d'engager massivement les territoires à réduire sur l'ensemble des postes possibles et disponibles ces émissions de gaz à effet de serre, donc principalement la combustion d'énergie fossile. Mais la situation, notamment de cet été, a rendu crucial de mettre en place en parallèle des mesures d'adaptation. Des mesures d'adaptation, c'est la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité à l'aléa. Et j'en profite pour le dire aussi, l'adaptation, ce n'est pas de la gestion de risque, ce n'est pas
que de la gestion de risque, ça peut faire partie de la gestion de risque, mais c'est vraiment un travail d'anticipation et de réflexion de façon à limiter l'exposition de sa population à des risques et également la vulnérabilité des territoires aux impacts que l'on a pu voir et constater tout à l'heure avec le bilan du Haut Conseil pour le climat. Donc voilà pour ce principe posé. On va passer à la suite. Donc on a vu le sujet de la sobriété. Je voulais refaire un petit point de vocabulaire. La sobriété par rapport à l'efficacité énergétique, la sobriété, c'est l'ensemble de pratiques qui vont interroger l'usage que l'on va faire dans nos pratiques quotidiennes, de réduire l'utilisation d'énergie, de matériaux, de terre, tout en garantissant le bien-être de tous dans le cadre des limites planétaires. Ça, c'est la définition du GIEC et c'est important de le rappeler parce qu'on a parlé beaucoup du sujet sobriété au niveau national et dans la plupart des mesures. La sobriété, c'est vraiment une réflexion sur l'usage. Ça va être des choix résolus de réduire sa consommation. L'efficacité énergétique concourt également et massivement à la réduction des consommations énergétiques, mais là, ça va être, je dirais, à usage équivalent, l'ensemble des moyens pour être plus efficace pour réduire une consommation énergétique d'un système, mais avec un service rendu identique ou supérieur. Donc on est bien sur ces deux logiques à mener de front, sobriété, efficacité énergétique, pour arriver à atteindre des niveaux de consommation énergétique majeurs. Il y a la plupart des scénarios de prospective qui ont été réalisés en France convergent tous vers la prise en compte de l'ensemble de ces leviers, à la fois efficacité énergétique, certes, mais sans le levier sobriété. Aujourd'hui, le constat massif, c'est de dire qu'on ne respectera pas les objectifs climatiques de la France. C'est la raison pour laquelle je souhaitais insister sur ce point, qui évidemment a décliné en premier lieu au niveau local, puisque c'est bien au niveau local que la mise en action s'effectue et s'effectuera. On va poursuivre. Côté temps, où en sommes-nous On peut faire encore quelques petites minutes. Quelques petites minutes, 2-3 minutes. D'accord. Oui, oui. Je passerai vite du coup sur les scénarios de l'ADEME. L'enjeu majeur de l'adaptation, donc je vous transmettrai, je m'y engage vraiment, le lien vers le récent rapport du Haut Conseil pour le climat, qui évoque également les pistes pour la conduite de cette adaptation. Encore une fois, comme je l'évoquais rapidement, c'est un mode réactif qui vise une anticipation et qui va bien au-delà de la gestion de risque, mais une réflexion fine et conduite sur l'ensemble des activités qui se passent à l'échelle du territoire pour essayer d'intégrer les risques futurs, de les anticiper et aussi, ce qui est indiqué, je trouve ça pertinent, mieux utiliser les services climatiques au centre des décisions d'investissement. On va passer au scénario de l'ADEME. Donc, les logiques de planification pour mettre en action. Il y a des outils de connaissance sur les effets du climat développés par un réseau de chercheurs réunis dans l'association de dispositifs qui se nomme Acclimatera. Nous, au niveau de l'AREC, on dispose de données qu'on diffuse en libre accès à l'échelle de chaque intercommunalité de la région. Vous pourrez aller librement récupérer l'ensemble de vos niveaux de consommation énergétique, production énergétique renouvelable par énergie, par usage, etc., émissions de gaz à effet de serre associées, et voir leur évolution dans le temps. Donc, il y a des outils qui se développent petit à petit déjà de connaissances, et également pour la planification, pour la mise en œuvre, pour penser l'organisation. Vous avez la plupart d'entre vous, intercommunalités, être soumises à des plans climat, air, énergie territoriaux, obligatoires ou volontaires. Et dans ce cadre-là, un certain nombre d'appuis existent pour cette échelle d'intervention. Par l'ADEME, il y a des programmes pour des collectivités volontaires, territoires engagés. Il y a des contrats de chaleur renouvelable territoriaux qui permettent après de mettre en œuvre et d'intensifier la mise en place de solutions énergétiques renouvelables thermiques sur les territoires, les dispositifs TEPOS portés par l'ADEME et la région, des contrats de développement aussi des politiques régionales. Enfin, c'est vraiment un bouquet. Je ne souhaitais pas être exhaustive aujourd'hui, mais pour évidemment vous indiquer à être en contact avec ces interlocuteurs que vous connaissez certainement déjà bien, qui mettent en place non seulement des dispositifs de soutien financier, mais également qui ont plus récemment développé des réseaux de générateurs d'appui, d'acteurs qui vont venir vous aider, vous accompagner sur les territoires pour booster, c'est le rôle des générateurs, la mise en place de solutions énergétiques renouvelables. Et je souhaitais vous mentionner les scénarios de l'ADEME pour finir. Donc, il y a un certain nombre de diapositives, mais qui sont
des pistes, je pense qu'ils sont tout à fait intéressants à prendre en considération. Donc, il y a des webinaires qui ont été réalisés. L'objectif n'était pas de tracer des chemins avec certitude, mais de proposer des pistes de réflexion. 4 pistes de réflexion sur ce à quoi pourraient devenir nos sociétés si on veut s'inscrire dans le respect de la transition, de la neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, il y a 4 partis pris, 4 scénarios qui ont été développés selon des intensités mises sur un accent plus important sur la sobriété, un accent plus important sur le déploiement de solutions technologiques. Et c'est comme un peu un pianiste qui va appuyer sur telle ou telle touche, le but étant de rendre plus concret la mise en œuvre de solutions dans le respect de la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, ce sont des scénarios. On va passer, si vous êtes d'accord. Voilà, le but, c'était d'illustrer les champs. Peut-être rester juste sur la diapositive précédente. 4 scénarios. Donc, un premier scénario qui va mettre plus l'accent sur la sobriété énergétique massif. Un autre scénario qui s'appelle coopération territoriale, où on va avoir un accent sobriété, mais aussi une logique de territorialisation des solutions, avec 2 autres scénarios, un scénario intermédiaire qui met l'accent sur les technologies, et le scénario final qui, finalement, on est quasiment dans un scénario tendanciel par rapport à nos actions actuelles, et qui met un accent fort, très très fort, sur des solutions technologiques pour compenser les consommations énergétiques ou les émissions de gaz à effet de serre associées. Donc, ce sont des récits de société et différentes visions qui intègrent des contextes économiques, des évolutions technologiques, des considérations d'aménagement du territoire tout à fait différents pour permettre d'illustrer ce à quoi peut ressembler un avenir avec la neutralité carbone à horizon 2050. Donc là, on arrive peut-être à la fin de l'intervention. Oui. Donc, les accents vont être différemment mis, on voit, sur la sobriété d'un scénario à l'autre. Et sur l'efficacité énergétique, on voit les scénarios 2 et 3 vont être plus favorables sur l'accent sobriété. La production énergétique renouvelable va être majeure et avec tout l'impact aussi sur l'emprise, sur les territoires dans les scénarios 3 et 4. On est dans une logique plus d'évitement dans les premiers scénarios, plus dans une logique de réparation des impacts dans les scénarios 3 et 4, avec par rapport à la logique de risque, une orientation majeure sur la recherche de résilience des territoires dans les premiers scénarios, avec des territoires qui pourraient être plus vulnérables dans les derniers scénarios. Donc ça, voilà, toute cette palette a été fort détaillée et présente autant d'orientations qui me semblent très, très pertinentes pour essayer de se figurer l'évolution et la traduction pour nos territoires demain. Parfait, merci beaucoup. On pourra y revenir de toute façon. Éventuellement, parce que par exemple, vous voyez des palettes dans les diapositives suivantes, pour des raisons de temps. Je vous laisserai les éléments pour en prendre connaissance par la suite. J'imagine vous envoyer les diapositives qui représentent tous ces différents choix ouverts vers lesquels il va falloir jouer si on veut s'inscrire dans cette trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050. On pourra y revenir si besoin tout à l'heure, s'il y a un peu plus de temps pour en discuter. Donc, merci beaucoup pour votre introduction et pour toutes ces données qui permettent de bien introduire le sujet et les futures présentations qui vont arriver. Je vous invite, Patrick Sapin, Monsieur le maire d'Escours, à nous rejoindre. Vous pouvez rester avec nous, comme on va faire l'interview croisée après. Je vous laisse peut-être ma place non, à la caméra, ici, ça sera très bien. La caméra est en face, ça ira très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour tout le monde, avec plaisir. Nous avons également donc Éric Bellouin, qui est le maire de Saint-Clément en visio, que j'invite à allumer son micro. On va commencer par vous, monsieur le maire de Saint-Clément. Donc là, on va voir des illustrations, des témoignages qui permettront d'illustrer cette problématique et aussi de faire la suite dans cette introduction. Vous nous entendez bien, monsieur Bellouin? Oui, merci. J'espère que vous m'entendez également. Bonjour à vous tous. Parfait, très bien. Donc, vous êtes maire depuis 2020. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de Saint-Clément et notamment en termes de revitalisation de centre-bourg avant de rentrer dans le vif du sujet, celui de l'énergie? Saint-Clément, c'est une commune relativement classique de la Corrèze, c'est-à-dire une commune qui est rurale,
à proximité entre Tulle et Uzerche. Donc, il lui donne aussi un caractère périurbain. Donc, c'est une commune en développement. Nous avons une croissance de population qui tourne autour de 2% l'an, mais qui garde quand même toute cette partie rurale traditionnelle. Donc, avec une forte proportion de l'agriculture, puisqu'il y a environ 45 exploitations agricoles et de nombreux artisans qui sont présents. Alors, en termes de revitalisation, tout le sujet, justement, c'est d'accompagner cette transition d'un rural traditionnel vers cette périurbanisation et ne pas tomber dans le travers de la commune dortoir, c'est-à-dire de gens qui sont hors sol, qui ne savent même pas s'ils appartiennent à Saint-Clément ou à une autre commune. Donc, pour cela, on travaille avec mes prédécesseurs depuis de nombreuses années à installer de l'activité dans le bourg et à faire, notamment à travers le PLU, que nous sommes en train de finir de construire, conforter les habitations dans le bourg et acheter, chaque fois que les opportunités se présentent, du foncier dans le bourg, de telle façon qu'on puisse le réorienter vers de l'activité de service, de l'activité économique. Okay, voilà un peu très schématiquement tout notre travail. Merci beaucoup. Je le rappelle pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et vous pouvez aussi en régie fermer le PDF, comme ça permettra d'avoir, voilà, parfait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Donc, Monsieur Bellois, on va continuer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la commune s'est saisie de la question de l'énergie et pourquoi? La commune, bon, ça, je suis un peu gêné parce que j'y suis pas tout à fait pour rien. Donc, on a travaillé depuis environ 10 ans, même un peu plus, sur cette partie, puisque en 2008, lors de mon premier mandat en tant que conseiller, on a bâti une école et cette école a été chauffée en géothermie. Donc, ce qui était assez novateur, enfin au moins chez nous à l'époque. Je crois savoir que ça l'est encore un peu parce que bon, tout le monde a un peu peur de la géothermie. Donc, depuis ce moment-là, et à travers mon mandat qui était de vice-président de l'AGLO, que j'occupe encore, pour ce qui est de la transition et des programmes européens, on a travaillé sur tout ce qui est isolation bâtimentaire dans la commune. Et aujourd'hui, tous les bâtiments communaux sont peu ou prou économes en énergie. Également, on a travaillé sur l'éclairage public avec le passage en LED. Et maintenant, on a pris la décision de ne plus éclairer, ce qui permet une économie substantielle. Étant donné que nous, l'activité nocturne est assez limitée et les chats qui se promènent ont l'habitude de se promener sans éclairage. Pour ce qui est des autres choses, donc bon, je vois que Patrick est présent. On était allé lui rendre visite il y a quelques années, puisque nous avons monté une société d'économie mixte qui tourne principalement autour de l'agglo de Tulle, mais qui va un peu au-delà, pour le portage de projets de chaleur renouvelable et en particulier de biomasse. Donc, le bourg sera très prochainement chauffé à partir d'un réseau de chaleur biomasse. Et ça, c'est quelque chose que nous développons en partenariat avec maintenant plusieurs collectivités voisines, des EPCI voisins, qui nous font confiance, l'agglo étant porteuse, ou future porteuse, d'un contrat de chaleur renouvelable. Donc, c'est principalement là-dessus que nous travaillons, concomitamment, puisque nous avons une richesse forestière, puisque 50% du territoire de l'agglo de Tulle est couverte par les forêts, c'est à peu près 38 000 hectares. Il y a un vrai souci de gestion, et au jour d'aujourd'hui, tout le travail que nous avions commencé sur les réseaux de chaleur, et qui a conduit à la création de cette société d'économie mixte, c'était parti du constat que nous sommes vus
par beaucoup, et notamment des grandes agglomérations comme celle de Bordeaux, mais il y a celle de Limoges, Poitiers, qui nous voient comme des pourvoyeurs d'énergie, de combustible, sans le retour qui nous semblerait nécessaire. Alors au jour d'aujourd'hui, on a constaté que on nous pille notre combustible avec une façon d'exploiter qui n'a rien à envier à ce qu'on peut voir dans quelques pays exotiques. Donc tout le sujet a été de travailler sur où vendre de la matière première de bois, de telle façon qu'on puisse exiger une forme d'exploitation qui soit un peu plus vertueuse. Et c'est pour ça que nous avons constitué à ce jour une association syndicale libre de gestion des forestières qui rassemble une cinquantaine de propriétaires et qui aujourd'hui avoisine les 500 hectares regroupés, bientôt 1000 en fin d'année, où il y aura un mode de gestion très vertueux dans lequel s'inclura, pour l'amélioration forestière, l'amélioration des peuplements, la production de plaquettes en lien avec la société d'économie mixte. Ceci aussi se fera en lien avec les agriculteurs, de telle façon qu'il y ait une CUMA là, qui est en train de travailler sur tout ce qui est production de la plaquette, exploitation, linéaire de haies, amélioration forestière et livraison. Donc c'est tout ce travail que nous avons conduit depuis une dizaine d'années. Au début, nous avons bien été aidés par ce qui s'appelait les contrats territoire énergie pour une croissance verte, qui étaient portés par Ségolène Royal. Bon, et après, quand il y a eu un changement de gouvernement, sa principale décision, ça a été d'arrêter ça, ce qui marchait à peu près, et qui a cassé un peu la dynamique. Il a fallu attendre un peu, d'autant plus que nous étions en concurrence avec les énergies fossiles qui étaient et qui sont toujours relativement, voire très concurrentielles. Et ce qui met à mal dans les territoires ruraux le développement d'alternatives renouvelables. Je ne sais pas si je suis suffisamment complet. Si, mais justement, pour continuer un peu sur cette même question, techniquement, comment est-ce que vous avez mis en place pour l'énergie? Comment ça s'est fait? Avec quels moyens? Quelle technicité? Et surtout, quelles ont été les retombées pour la commune et les territoires autour? Parce que vous l'avez dit, hein, vous travaillez aussi avec les EPCI d'à côté. Alors, aujourd'hui, on va avoir 5 réseaux de chaleur qui vont se mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Et je ne peux dire à ce jour le nombre d'employés ou d'emplois ou les retombées économiques qu'il va y avoir sur le territoire. Ça, c'est un peu compliqué. Pour la mise en œuvre de tout ça, très honnêtement, c'est un apostolat, un chemin de croix, que vous voulez. Grosso modo, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne dispose pas forcément de l'ingénierie suffisante sur des territoires. Et on a l'impression, enfin au moins c'est celle que j'ai, d'être pris comme un genre d'extraterrestre à proposer, même sur un territoire comme le nôtre, ou comme l'a dit Amandine Loeb, le bois est la première énergie renouvelable. Et bien même ici, on dit que c'est le gaz qui est le plus simple. Je suis assez surpris, j'ai jamais vu d'exploitation gazière sur la Corrèze, mais c'est ce qui semble le plus simple. Donc il faut prêcher souvent dans le désert et c'est assez compliqué. On a bénéficié donc de soutien de la Banque des Territoires qui nous a aidé à financer les études de préfaisabilité il y a très longtemps. Et ensuite, entre la bonne volonté de quelques collègues élus et un engagement d'une personne à l'Agglo de Tulle, qui est une animatrice, on est arrivé lentement, péniblement, là où nous en sommes. Et il semblerait que maintenant, nous arrivions à quelque chose d'un peu plus ambitieux, puisque nous
nous savons environ, en étude de préfaisabilité, une vingtaine de projets pour les 3 ans qui viennent, qui pourraient se mettre en œuvre. Et voilà, c'était lent, long, difficile, et c'était, oui, on peut dire, un chemin très, très compliqué jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc là, on voit quand même que il y a des choses qui aboutissent aujourd'hui sur le projet dont vous parlez là pour les 3 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous parler de ces perspectives-là et ce que ça permettrait d'apporter au territoire? Pour le territoire, l'intérêt qu'il y a sur le territoire, il est multiple. Bon, déjà, pour ce qui est sur une commune comme Saint-Clément, on n'aura pour le patrimoine communal plus aucune énergie fossile et on n'utilisera plus l'électricité pour chauffer les bâtiments. Parce que l'électricité, bon, il y a un peu qui est fait en hydroélec en Corrèze, mais enfin, elle est principalement nucléaire. Bon, moi, je suis assez dubitatif sur la verdeur ou la verdure du nucléaire. Donc voilà, ça c'est un point qui me semble positif. Le deuxième point positif, c'est comme je vous l'ai dit, on va sans doute arriver à créer une filière intégrée de bois énergie sur le territoire, en lien avec des agriculteurs, et ce qui va créer un certain nombre d'emplois. Bon, si on a le ratio traditionnel, un emploi pour 1000 tonnes, vu qu'on arrive à 5000 tonnes de bois dans les prochaines années, et qu'on a une ambition à 3 ans à 10 000 tonnes, voilà, on pourrait créer entre 5 et 10 emplois directs liés à l'exploitation, mais aussi, ce que nous souhaiterions, c'est avoir la maintenance des chaufferies, et ce qui est le plus intéressant, que ce soit en termes financiers, mais aussi en termes de création d'emplois. Un autre point positif, c'est qu'il y a eu la mise en place, je crois que ça sera à développer pour un territoire qui est un peu fragile comme le territoire de l'Agglo de Tulle, un CFA qui est en partenariat avec Engie, où sont formés des techniciens sur la maintenance des installations. Et donc, on conforte le pôle formation sur l'Agglo de Tulle. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont factuelles. Ensuite, pour ce qui est des choses un peu plus difficiles à cerner, il y a d'une part la prise en considération de la nécessité de gestion des forêts, qui représente, je le rappelle, 50% du territoire, et d'une gestion qui appartient au territoire. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des personnes se présenter et dire vous avez un bois comme ça, voilà, je vous l'exploite, puis je vous donne souvent une poignée de main pour vous remercier d'avoir fourni le bois. Là, on se responsabilise et pour la gestion des bois, et on en fait de quelque chose qui semblait totalement insignifiant une véritable ressource et une façon aussi de s'adapter au changement climatique et aux différentes prédations qui existent sur les bois, puisque avec cette association syndicale libre, on se rend compte que la régénération naturelle s'adapte mieux aux évolutions du climat, d'une part, et d'autre part, s'adapte beaucoup mieux aux dégâts de cervidés, puisque nous avons du cervidé. Et enfin, je pense que doucement, ça permet de redonner une certaine forme de fierté à ceux qui arrivent à créer quelque chose sur un territoire qui se considère souvent comme déclinant, pas capable, qui n'a pas toujours confiance en lui, et de montrer qu'on peut faire des choses un peu au-dessus de ce qu'on pensait pouvoir faire par l'ordre des choses. Et bien voilà, ça donne un petit peu de peps, pour faire simple. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi d'assez positif. Ensuite, quand on regarde les potentiels sur notre territoire, c'est vraiment autour de l'énergie bois, puisque l'hydroélectrique est quasi utilisé. Il peut y avoir du photovoltaïque au sol. Nous avons
pas mal de photovoltaïque en toiture qui pourraient s'installer ou sur des zones qui sont déjà mortes pour l'agriculture. Enfin, tout ça, l'intérêt montre qu'il y a ça développe des potentialités aussi pour l'agriculture, aussi pour protéger les ripisylves et les exploiter de façon correcte. Et notre compétence GEMAPI peut être renforcée grâce à ça. Ben, il y a tout un ensemble de choses positives qui sont, à mon sens, un peu difficiles à cerner. C'est des externalités qui sont difficiles à mesurer, enfin, avec les outils qu'on a. Voilà. Ok. Bon, eh bien, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions-là. Je vous invite à rester avec nous pour la suite. On reviendra sur des questions des participants, les échanges avec les autres intervenants. Je vous ai vu, M. Sabrin, hocher la tête à plusieurs reprises. Ça fait écho peut-être aussi à votre territoire qui a beaucoup de forêts aussi. Est-ce que, d'abord, on va commencer comme précédemment, nous parler d'abord des secours, nous resituer en 2 mots, notamment sur les questions de revitalisation, et on ira après sur les questions d'énergie. Voilà, donc pour situer Escours, Escours se trouve aux portes de Mimizan, dans les Landes. Alors, effectivement, nous sommes commune forestière, 11 000 hectares sur la commune et un peu plus de 10 500 hectares de forêt. Et la communauté de communes Cure-Haute-Lande, c'est 180 000 hectares. Donc, on n'a pas la même problématique que mon collègue. Et c'est vrai que je me disais, je l'avais vu quelque part, mais c'est vrai qu'il était venu à Escours. Et je m'inscris totalement, si je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais je m'inscris totalement à ce qu'il a dit sur l'approvisionnement en bois énergie. Je crois que c'est important de ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, il y a eu un quart de page dans celui-ci il n'y a pas longtemps parce qu'on a voulu que l'État précise le code de l'environnement justement sur les feuillus qui étaient coupés en bord de route, des feuillus centenaires et qui servaient à faire du bois énergie, qui est une aberration écologique. Voilà, donc il faut que la ressource soit gérée. Je suis complètement d'accord avec mon collègue. Voilà. Après, nous, donc la démarche, on a commencé, c'est un peu vieux déjà, hein, ça ne me rajeunit pas, parce qu'on a signé la charte TEPOS des territoires à énergie positive en 2011. Okay. Voilà. Et on a, grâce à la nouvelle région Aquitaine qui a lancé un appel à projet, l'ancienne Aquitaine, pardon, qui a lancé un appel à projet, on a été lauréat de cet appel à projet. Il était destiné sur les collectivités rurales, et cet appel à projet donc nous permettait de faire un diagnostic et d'établir une feuille de route. Voilà, la feuille de route qui correspond à l'engagement qu'on avait signé sur cette charte énergie positive. Donc en gros, la charte énergie positive, je le rappelle, mais brièvement, c'est produire plus d'énergie qu'on en consomme. C'est sobriété énergétique, donc diminuer les consommations d'énergie, de gaz à effet de serre, c'est économie circulaire, faire partager avec les citoyens et tous les acteurs du territoire. Voilà, en gros, c'est les grosses lignes de la charte TEPOS. Et grâce à cet appel à projet, on a pu faire un diagnostic et écrire notre feuille de route. Voilà comment on a démarré. Ok. Voilà. Et donc, du coup, grâce à ce diagnostic-là, après, vous avez mis en place différentes actions via un plan d'action sur plusieurs années. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes étapes? Tout à fait. Alors, après il faut quand même que j'explique que le déclic, ça a été la tempête close pour nous. En 2009, on avait plus de 40% de la forêt qui était par terre. Donc, c'était vraiment, on s'est pris vraiment une bonne claque. Et là, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, ça a été vraiment le déclic. Et ce qui a été le déclic aussi, c'est avec toute la forêt par terre, on a vu arriver tout un tas d'opérateurs exogènes qui venaient nous vendre les mérites du photovoltaïque et de l'éolien, en nous vantant un petit peu toutes les subventions qu'on pouvait faire, les locations de terrain qu'on pouvait toucher, et surtout les taxes qu'on pouvait toucher, notamment l'IFER. Voilà, et quand on a vu arriver toutes ces sociétés exogènes, on s'est dit non mais on va peut-être pas donner notre vent et notre soleil à ces sociétés exogènes parce qu'on sait que l'argent ne restera pas sur le territoire. Et comment on peut faire pour nous, collectivités et citoyens, investir dans l'appareil de production et se passer de ces sociétés exogènes. Voilà, ça a été le démarrage de notre feuille de route et on a commencé à travailler d'abord avec les politiques qui n'avaient peut-être pas pris conscience qu'en 1993, l'Europe avait décidé de rendre le marché concurrentiel de l'énergie, donc à outre les opérateurs publics, marché concurrentiel. Et on a commencé à travailler avec les institutionnels, notamment la Caisse des dépôts et consignations, voir comment nous, on pouvait investir dans l'appareil de production. Quand vous êtes une commune de 800 habitants et que vous avez 800 000 euros de recettes,
vous avez des parcs photovoltaïques ou de l'éolien, où on parle en dizaines de millions d'euros. C'était pas évident, mais on avait trouvé la solution avec un engagement politique fort derrière. Voilà, et on a démarré comme ça notre réflexion. On a évidemment en même temps, pour suivre notre feuille de route, on a travaillé d'abord sur la sobriété, donc on a travaillé sur monter une plateforme de rénovation énergétique, un peu particulière parce que nous, on a tenu absolument à se déplacer chez les gens, donc systématiquement, on a une plateforme qui s'appelle Précoreno qui a été créée le 1er décembre 2018. Aujourd'hui, entre Mimizan, puisqu'on était 2 communautés de communes, entre Mimizan et d'autres communautés de communes, ce qui représente un peu plus de 20 000 habitants, on a fait 3,5 millions de travaux, donc ce qui est énorme. On va chercher les bouquets de travaux en allant chez les gens. Voilà. Donc on a emmené les citoyens avec nous et on a essayé d'emmener toutes les collectivités qui sont autour de nous sur cette transition énergétique et écologique, en échangeant sur ce qu'on met en place, ce qu'on réussit pas aussi parfois. Voilà, donc dans notre feuille de route, concrètement, ce qu'on voulait, c'est absolument supprimer toutes les énergies fossiles. Donc on a travaillé un peu comme notre collègue sur les réseaux de chaleur. Alors nous, les réseaux de chaleur bois, puisque nous sommes commune forestière, donc propriétaires de forêts. Et là, donc pour le coup, c'est des forêts avec des plans de gestion, donc c'est vraiment bien géré. On sait qu'on replante. On replante dès qu'on a fini, dès qu'on est il n'y a plus rien sur la parcelle, on replante. Ça fait partie des plans de gestion et de nos obligations. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur l'éclairage public, comment on pouvait être plus sobre en consommation. Donc on a fait une première sur le plan national, c'est qu'on a équipé la départementale de candélabres solaires à l'époque avec des panneaux photovoltaïques, des candélabres qui viennent de l'entreprise Fonroche, parce que voilà, on voulait vraiment travailler localement. C'était une première sur une départementale, d'équiper cette départementale de candélabres solaires. Depuis, on a évolué, puisqu'on n'est plus sur du panneau individuel avec un candélabre, son panneau, sa batterie. Aujourd'hui, on est sur la production photovoltaïque en toiture, avec des batteries centralisées et qui alimentent des candélabres standards, candélabres LED. Et ce que nous permet aujourd'hui, par exemple, dans notre commune, on a 341 candélabres. À la fin de l'année, on n'aura plus un seul candélabre qui sera raccordé au réseau. Peut-être préciser ce que c'est un candélabre. Un candélabre, c'est un poteau d'éclairage public. Voilà. Okay. C'est vrai que avant d'être maire, je ne connaissais pas ce mot. Donc voilà. Donc à la fin de l'année, on n'aura plus un candélabre raccordé au réseau. Okay. Voilà. Ensuite dans notre feuille de route, toujours ce qu'on voulait absolument, c'est produire notre propre énergie et l'autoconsommer. En gros, tout ce qu'on fait, c'est essayer de sortir des prix de marché. Parce qu'on voit bien que les prix de marché aujourd'hui, ils sont complètement fous, ils sont volatiles, avec une augmentation. Là, on a pris 69% d'augmentation sur l'énergie au 1er janvier. Voilà, donc ce qui était important, c'est sortir des prix de marché et travailler en économie circulaire. Donc on l'a fait pour les réseaux de chaleur, dans le réseau de chaleur bois, donc supprimer l'énergie fossile, le fioul, le gaz. Réseau de chaleur, utiliser notre propre ressource. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on est en train de travailler, on a encore une réunion là, on est en train de travailler pour construire une plateforme de plaquettes de bois avec notre propre ressource, de manière à alimenter les collectivités locales qui sont autour de ce projet, d'avoir évidemment une ressource qui est gérée, bien sûr, mais aussi d'apporter une solidarité avec des communes qui ne sont pas forcément communes forestières. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de forêt, donc être solidaire avec eux. Donc là, on a un premier projet qui va se faire dans l'année, qui va démarrer dans l'année. Voilà. Et ensuite, au niveau de l'électricité, on travaille sur l'autoconsommation individuelle d'abord, quand on peut, parce que c'est quand même celle qui coûte le moins cher. Et ensuite, on travaille sur de l'autoconsommation collective. Alors, on a 3 projets qui sont en route, qui vont être en autoconsommation collective au 1er août. Là. On a 3 projets sur la communauté de communes, puisque je suis vice-président de la communauté de communes, donc je ne m'occupe pas comme de la commune, je m'occupe aussi d'aider les communes à dupliquer ce qu'on fait. On a sur une piscine, on a du photovoltaïque qui alimente toute la machinerie de la piscine. C'est des panneaux hybrides qui font à la fois de la chaleur et de l'électricité. C'était Base Innovation, donc en Nouvelle-Aquitaine, qui avait déposé le brevet il y a quelques années. Donc on a utilisé ces panneaux qui font de la chaleur. La chaleur vient alimenter la pompe à chaleur. On arrive à gagner 10 degrés
sur un temps moyen, enfin sur une température de 20 degrés, vous sortez de l'air chaud à 30 degrés quand même, donc on gagne 10 degrés par rapport à l'air extérieur, et on auto-alimente donc la pompe à chaleur avec cette énergie. Seulement, comme c'est une piscine d'été, hein, c'est un bassin ludique, en fait, l'hiver, elle n'est pas utilisée cette énergie. Donc, en fait, ce qu'on va faire la première route, c'est qu'on va alimenter tous les bâtiments communaux avec cette énergie. Donc, elle est assez loin quand même. Il y a à peu près 800 mètres, donc ça sera de l'autoconsommation collective. On a une autre opération sur Labouère aussi, avec une école. On va faire exactement la même chose. On va alimenter en autoconsommation collective le CIAS et un centre de loisirs. Et sur ma commune, donc on autoconsomme aussi une partie, à peu près 80% de ce qu'on produit pour la commune. Et les 20% restants, on va le vendre, et ça je crois que c'est une première, on va le vendre à notre restaurateur, à notre épicerie locale, commune rurale, hein, qui ont vu leur facture multipliée par 3. En fait, on va leur revendre l'électricité qu'on produit à peu près entre 40 et 50% moins cher que ce qu'ils payent leur opérateur. Voilà un petit peu les projets sur lesquels on est et qu'on va essayer et qu'on duplique. On va essayer de dupliquer partout sur la communauté commune. C'est ce qui m'avait semblé assez innovant dans votre démarche quand je l'avais écouté la première fois, ce côté de pouvoir vendre de l'énergie à moins cher, en fait, et que c'était en plus de l'énergie que vous produisiez vous-même. Je pense que c'est important peut-être de vous pouvez développer un peu dessus, parce que ça me semble vraiment être un point qui peut intéresser, je pense, d'autres communes, puisqu'il y a vraiment ce côté-là d'être en autoconsommation, et vous avez parlé de l'autoconsommation individuelle aussi. Et pour moi, ça fait aussi partie des retombées pour la commune. Donc peut-être que vous pouvez développer, ou même sur les autres retombées aussi. Oui, bien sûr. Alors, autant que faire se peut, si on peut, c'est l'autoconsommation individuelle, exactement comme si vous l'aviez sur votre toit de votre maison, vous autoconsommez. Donc, vous ne passez pas par le réseau, donc vous n'avez pas la TURPE à payer, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Voilà. Ce que vous pouvez faire, il faut le faire. Après, l'excédent, si vous devez le vendre en autoconsommation collective, hein, ce que vous n'avez pas consommé en autoconsommation individuelle, ça, vous pouvez le revendre. Vous pouvez vous le revendre à vous parce que vous avez un bâtiment qui a 800 mètres, vous avez un complexe sportif qui a 800 mètres du bourg, donc vous ne pouvez pas le relier par un câble. Donc là, vous allez faire de l'autoconsommation collective. Donc, vous allez vous le vendre à vous, ce qui est le cas. Hein, la commune qui est une personne morale va se le vendre à elle-même ou se le donner à elle-même. Par contre, elle paiera le tarif d'utilisation du réseau, puisque du coup, elle n'a pas pu tirer un câble, hein, pour parler simple, elle n'a pas pu tirer un câble de la production à la consommation. Voilà. Donc ça c'est, si vous pouvez, c'est l'autoconsommation individuelle. Il ne faut pas hésiter, hein, quand vous avez des bâtiments qui sont côte à côte, si vous pouvez faire des tranchées et passer des câbles et avoir un seul compteur et tout relier en même temps, c'est déjà, ça vous évitera de payer des abonnements, parce que chaque fois que vous avez un compteur, vous payez un abonnement, mais en plus, ça vous permet de gérer l'ensemble de vos bâtiments et surtout de ne pas payer la TURPE. Voilà. La quoi ? La TURPE. Tarif d'utilisation réseau public d'électricité. D'accord. Donc là, c'est du coup les réseaux voilà. qui... Okay. Quand vous faites de l'autoconsommation collective, alors c'est tout nouveau, c'est permis par la loi. Et il y a quelque chose qui est important à dire aussi, c'est que malgré que ça soit une activité concurrentielle, jusqu'à un certain niveau, on n'est pas obligé d'avoir un budget annexe. Je le dis pour mes collègues qui écoutent, mais on peut l'avoir. Le budget principal, c'est dans la loi d'accélération des énergies renouvelables. Parce qu'à partir du moment où vous aviez une activité économique, quelque part, on est obligé d'avoir un budget annexe qui était soumis à TVA, à l'impôt et tout. Là, jusqu'à un certain niveau, vous pouvez l'avoir dans le budget principal. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un progrès. Quand vous avez l'excédent, quand vous allez vendre l'autoconsommation collective, admettons que vous allez le vendre au restaurateur, vous allez lui vendre, je dis n'importe quoi, d'habitude, il consommait 3000 kW à l'année, au mois, allez, on va faire simple, au mois, vous lui cédez, vous lui vendez 1000 kW, donc vous allez lui faire une facture pour les 1000 kW, vous vendez que l'énergie. Lui, il aura de son opérateur 3000 kW qu'il consommait avant, il aura 2000 kW qu'il va consommer via son opérateur et 1000 kW que vous allez lui facturer. Donc, il aura plus de 2000 kW via son opérateur. Vous me dites si ça vous paraît simple. Par contre, la TURPE, le tarif d'utilisation en réseau public d'électricité, il paiera bien les 3000 kW sur sa facture de l'opérateur. D'accord. Voilà. Je ne vous dis pas que tous les opérateurs sont faits aujourd'hui, mais c'est en train de se mettre en place. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même assez simple. C'est-à-dire qu'ils paieront bien les 3000 kWh, ils paieront la TURPE dessus. Par contre, ils paieront que 2000 kWh de consommation énergétique à leur opérateur et 1000 à nous. Voilà. Mais ce qui nous permet, là par exemple, pour le cas en l'espèce là chez nous,
l'épicerie et les restaurants, ils payent entre 19 et 24 centimes le kilowatt. Nous, on va leur vendre 13 centimes. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ce qui permet aussi, parce que quand vous êtes épicerie rurale et que vous avez multiplié par 3 votre facture, c'est pas évident de s'en sortir. Donc voilà, donc c'est aussi important qu'on puisse apporter ça. Voilà. Donc là, on voit bien en plus que vous allez sur un peu les 3 grands thèmes, l'économie d'énergie, la production et la redistribution aussi Exactement. de tout ça. Donc, Exactement. voilà. Et en plus, vous sollicitez, vous avez travaillé dès le début avec les collectivités autour. Tout à fait. Et puis les communes, puisque de toute façon, vous êtes aussi à la communauté de communes. Mais vous pouvez nous parler un peu peut-être des difficultés, parce qu'on a entendu avec Monsieur Belloin la difficulté qu'il y avait pu avoir, qui part d'un chemin long. Est-ce que pour vous, ça a été pareil ou plus simple? Qu'est-ce qui a été facilitant? Tout à l'heure, mon collègue, il a employé le mot d'extraterrestre. Je ne vous dis pas, en 2012, on était des extraterrestres. Ouais. C'est clair. Hein. Quand vous parliez d'investir dans des parcs photovoltaïques, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est dans la loi. On ose espérer qu'on l'a fait avancer un peu la loi. Mais aujourd'hui, un opérateur est obligé de proposer aux collectivités, aux communes et communautés de communes, de rentrer dans le capital des sociétés de projet. C'est la loi. Avant, ils vont regarder les opérateurs, ils vont regarder des gros yeux comme ça en disant monsieur le maire, 45 millions d'euros d'investissement et vous 800 000 euros de recettes, c'est pas possible. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a progressé. Mais je vous assure qu'en 2012, c'était pas évident. Quand vous mettez des candélabres solaires sur une départementale, ils sont pas, les syndicats d'énergie vous regardent avec des gros yeux quand même. Il faut savoir quand même, et ça c'est important à le dire, c'est pas une critique, hein, c'est un constat que je fais. Le problème des syndicats départementaux d'énergie, c'est que en moyenne, 60% de leurs recettes, c'est la taxe finale sur l'électricité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que moins vous consommez, et moins ils ont de recettes. Alors qu'ils nous apportent toute l'ingénierie qu'on n'a pas. Vous voyez, donc, vous voyez un peu la difficulté. Donc, en fait, vous êtes en train de leur dire, plus on va autoconsommer, et moins vous aurez de recettes. Donc, il y a une équation qui n'est pas facile à résoudre. Peut-être qu'il faudra que ça passe par la loi, je ne sais pas. Mais si on veut accélérer, parce que ils sont indispensables pour nous, les syndicats d'énergie. Ils apportent vraiment l'ingénierie qu'on n'a pas. Si on veut accélérer le développement des énergies renouvelables, je pense qu'il faut que les parlementaires se penchent sur la question. Voilà. Il faudra certainement trouver d'autres recettes, mais après tout, on est prêt aussi à payer. Hein, mais voilà, on peut plus vivre d'une recette sur la consommation d'énergie dans la mesure où on vous demande de diminuer. Et il est urgent de diminuer nos consommations d'énergie. Voilà. Alors le temps, oui, il est très long. Alors, beaucoup moins long maintenant parce qu'avec l'augmentation de l'énergie, on voit bien que même les élus qui n'étaient pas motivés, quand ils ont vu leur facture augmenter de 69% au 1er janvier, je peux vous dire que ça fait très très mal. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des élus qui prennent ça à bras le corps, même on l'a vu aux dernières élections quand même. Alors on parle d'énergie, mais on parle aussi d'écologie, réchauffement climatique. On voit bien qu'il y a quand même des élus qui avaient des campagnes qui ressemblaient à quelque chose sur ce point de vue-là, du moins. Mais c'est vrai que le temps, on va dire entre 2012 et 2016, 2017, ça a été très très long. Alors vous lancez, vous motivez les citoyens, vous créez une coopérative citoyenne, vous créez une SEM dans laquelle 25% du capital est réservé aux citoyens, et puis derrière vous avez des actions qui prennent des temps longs. Donc c'est hyper compliqué de garder la motivation des gens quand vous avez des temps très longs. Quoi. Oui, parce que vous avez cette SEM aussi. Tout à fait. Parce que dans notre engagement, dans notre feuille de route, on s'était engagé à partager avec les citoyens. Donc on a monté une SEM, Société d'économie mixte, dans laquelle on a réservé 25% du capital aux citoyens. C'était une première nationale. Et aujourd'hui, on a 147 actionnaires. Et on a ouvert le capital à 3 autres communautés de communes qui sont intéressés de rentrer dans la SEM, puisque maintenant ça fait école. Alors il y a les Grands Lacs, Biscarrosse, le Pays Morcenais et Mimizan qui veulent rentrer dans la SEM pour qu'on ait des projets ensemble. Du coup, les citoyens de ces 3 autres communautés de communes, on va les faire rentrer aussi dans la coopérative citoyenne. Voilà. Et qu'est-ce que ça permettra en fait d'avoir tout ce type de collectivité dans la SEM? Qu'est-ce que ça permet en termes de… Par exemple, comme la plateforme de Bois Énergie, aujourd'hui, comme ils veulent tous passer au réseau de chaleur parce qu'ils ont des piscines qui sont chauffées au gaz, qu'ils ont les factures d'énergie qui ont explosé, ça permet justement de mettre nos moyens ensemble pour construire, par exemple, une plateforme de plaquettes. Ça permet d'échanger sur l'autoconsommation collective. Ça nous permet d'échanger. On peut être aussi ensemble sur un projet d'autoconsommation collective et revendre derrière à nos industries. Voilà. Donc, on peut avoir des projets en commun avec des moyens qui seraient plus importants. Quoi.
Ok, très bien. Bon, mais merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, je vous propose peut-être, Amandine Webb, si vous avez un retour sur ce que vous avez entendu, des choses qui vous ont interpellé. Passionnant et puis bravo. Il y a vraiment, non, c'est vraiment passionnant. Et puis d'acquiescer sur le sujet des réseaux de chaleur, ce qui me venait à l'esprit, c'est que c'est tout à fait la solution qui a été mise en avant, d'autant plus avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Toutes les solutions de réseau de chaleur, elles ont été étudiées et sous l'angle économique aussi. Toutes les collectivités qui avaient choisi cette solution-là ont vu leurs factures vraiment modérées par rapport à celles qui continuent à utiliser le gaz directement. Et c'est vraiment apparu comme une solution qui est ancienne, hein, les réseaux de chaleur. Il y a des personnes qui ont su anticiper comme vous, qui les ont mis en place depuis très longtemps, mais c'est vraiment une solution d'avenir, le réseau de chaleur, pour pouvoir anticiper les oscillations des coûts de l'énergie, notamment gaz et électricité. Clairement, les chiffres sont là à l'appui. S'il y a besoin d'une mobilisation supplémentaire, parce que c'est complexe, vous l'avez dit aussi, de monter ce type de dispositif. Il y a des dispositifs financiers, techniques aussi, mais il y a une question sur la notion de réseau dense. Oui. Même des collectivités rurales ont installé des réseaux de chaleur et qui fonctionnent bien. Bien sûr. Et on trouve aussi, du coup, économiquement, une rentabilité. Et c'est vrai que le sujet autoconsommation que je connaissais un peu moins, c'est aussi la même logique. Et je pensais aussi à ce que vous me disiez, à la question de l'eau, ou aussi également, hein, vous parliez des syndicats d'énergie, je pensais aussi aux syndicats de l'eau. Tant que l'eau aujourd'hui, on paye à ce que l'on consomme et pour pouvoir entretenir après les réseaux d'assainissement toutes les solutions, parce qu'au cœur du sujet d'adaptation, c'est aussi, le sujet de l'énergie, c'est aussi le sujet de l'eau, en fait. On retrouve le sujet de l'eau arrive de façon majeure. Alors nous, on ne le traite pas aujourd'hui, mais je pensais aussi à ce même écueil, peut-être vis-à-vis du national, tant qu'on continuera à payer à l'eau consommée, c'est plus compliqué peut-être de mettre en place rapidement des solutions qui visent l'économie. On voit bien que le prix de l'énergie a fait réagir Oui. tout le monde. Aussi bien, on voit bien que les gens, ils ont travaillé en diminuant leur consommation sur leur facture. Et les élus, c'est exactement pareil. Alors, j'ai pas donné de chiffres, mais c'est intéressant de donner un petit chiffre. Nous, on payait 58 000 euros d'énergie en 2008. Cette année, là, on paiera moins de 35 000 euros. Ah oui. Voilà. On aurait dû augmenter pour payer la facture aujourd'hui si on n'avait rien fait, c'est-à-dire isolation des bâtiments, et si on était resté aux énergies fossiles telles. Aujourd'hui, on devrait augmenter les impôts de 179%. Voilà. Ça fait 16 ans qu'on n'a jamais augmenté les impôts. Voilà. Donc ça, on voit qu'il y a vraiment un système. Quoi. Et aujourd'hui, là, on vient d'installer un 100 kg sur un bâtiment. Là. 100 kg, c'est à peu près, en gros, c'est 350 mètres carrés de toiture. 100 kg, 120 000 euros, 120 000 kilowatts, ça fait 1 euro le kilowatt installé. Divisé sur l'amortissement sur 20 ans, alors que les panneaux sont garantis 30 ans, vous arrivez à 5 centimes le kilowatt. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Voilà, 5 centimes. Si vous le revendez de 13 centimes à un restaurateur qui paye 23-24, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, ça peut être des petites recettes pour les communes, mais ça peut être aussi, ça permet peut-être que les restaurateurs ou les épiceries puissent survivre. Et je peux rajouter, oui, mais c'est juste par rapport à la question qu'il y avait sur les questions des réseaux dans les communes peu denses, dans les territoires peu denses. Quels moyens ils peuvent avoir du coup pour réussir à... Parce que c'était la question que vous avez abordée. Hein, mais... alors, moi, je ne suis pas dans le volet technique, mais c'est vrai que dans le cadre des contrats territoriaux de l'ADEME, sur les énergies renouvelables thermiques, il y a un grand nombre d'exemples et puis d'appuis pour développer ce type de réseau de chaleur, y compris en réseau peu dense. Alors, il y a des critères, il y a des paramètres à prendre en compte, mais il y a des tas d'exemples qui existent et qui se développent. Peut-être, si vous me permettez, par rapport à ce que vous indiquiez, la notion d'autonomie, d'essayer de tirer parti des ressources locales, mais de façon correctement gérée, c'est aussi des ressources fossiles qu'on ne va pas acheter, qui viennent plomber notre balance commerciale. Enfin, c'est que chaque fois qu'on n'utilise pas du pétrole ou du gaz, on vient aussi enrichir. Vous avez donné l'exemple au niveau local, et c'est tout à fait vertueux. Autre point aussi, c'est ce que vous évoquez en termes de solidarité territoriale. Nous, on analyse l'ensemble des paramètres à l'échelle de chacun des plans climat. Aujourd'hui, on voit pareil, les consommations d'énergie ne diminuent pas suffisamment, les ambitions en matière d'énergie renouvelable. Enfin, il y a vraiment cet enjeu d'accélération. Et ce que l'on voit, c'est que les solutions, elles viennent vraiment
de cette solidarité entre territoires, mais correctement pensée aussi par rapport à ce que disait M. Bélouin. Cette notion, on vient piller sur notre ressource, mais peut-être que les solutions sont à trouver dans des SEM où on a cette ingénierie partagée, où les richesses de l'un peut-être peuvent servir aux autres, mais en même temps, on a de l'ingénierie qui circule ou d'autres choses. Très clairement, la transition énergétique passera par là. Plutôt que chaque territoire qui va mettre ses barbelés puis qui va faire son autonomie. C'est vraiment tout ce que vous illustrez, ce sont les voies pour y parvenir. Monsieur Bélouin, je vois que vous êtes revenu. Je pense que la question, elle s'adressait sûrement à vous sur la question de l'équilibre financier des réseaux de chaleur dans un territoire qui semble peu dense. Est-ce que vous voulez peut-être apporter une réponse ou une remarque? Oui, alors je pense que c'est une question qui mérite d'être posée, que j'ai un peu de mal à comprendre. Je ne sais pas qui c'est qui la pose, mais j'ai un peu de mal à la comprendre et je vais m'expliquer. Effectivement, il y a des endroits, c'est peu dense. Bon, en ce moment, on est en train de travailler sur le projet de réseau de Tulle. C'est assez facile de trouver une équation économique dès qu'on est en centre-ville. Enfin, c'est un peu fort de café qu'on se pose l'intérêt économique dans les collectivités rurales sur les réseaux de chaleur, en sachant que c'est l'endroit où se produit le combustible. C'est un peu comme si en Arabie Saoudite, on se posait l'intérêt de question, est-ce que ça vaut bien le coup d'utiliser de l'essence? Et est-ce qu'on ne pourrait pas en importer? Bon, je ne sais pas, ça me semblerait assez cocasse. Donc, ça, c'est bon. Je trouve, moi, qu'il y a quand même une forme d'hérésie que les territoires producteurs de matières premières ne puissent pas être les premiers à en bénéficier. Bon, ça, c'est ma réflexion personnelle qui nous a guidés, pour ma part, à essayer de trouver des solutions, justement, pour qu'on déporte l'investissement, et j'en arrive à l'intérêt économique. Il est évident que dans le rural, c'est plus compliqué de valoriser les réseaux de chaleur. D'autant qu'on bute sur différents problèmes. Un premier problème, et c'est qu'on a pris tellement de retard dans ce pays qu'aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait en 30 ans, il faudrait le faire en 5. Donc, on veut aller vers des grands projets qui nous permettent de sauter quelques étapes, et tous les petits, on ne va pas vraiment les soutenir. Or, les gros projets qui sont en centre-ville, mettons dans Bordeaux, ou Pau, je ne sais où, n'ont pas besoin d'être soutenus, dans la mesure où ils ont un équilibre économique qui existe déjà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je me pose la question, si tout le monde avait dit comme ça, je pense qu'aujourd'hui, à Saint-Clément, on n'aurait toujours pas l'électricité, on n'aurait toujours pas le téléphone, on n'aurait pas encore l'eau potable, et je passe pas par Internet. Donc, à un moment, il faut dépasser cette équation économique, puisqu'elle ne tient pas compte de toutes les externalités positives. Les externalités positives, il y en a de très nombreuses, on en a parlé, Patrick en a donné certaines. C'est, par exemple, que nous allons avoir sur une commune comme la nôtre, l'obligation à terme de ne plus utiliser les chaufferies fioul et gaz. Si on n'a pas de la biomasse, comment faisons-nous? Ça veut dire qu'à terme, on sera hors la loi, ou on sera obligé de faire des chaufferies dédiées bâtiment par bâtiment. Le deuxième point, j'ai toujours trouvé extraordinaire dans la réflexion quand on nous parle de rentabilité des réseaux de chaleur, c'est qu'on se pose la question de la rentabilité à l'instant T pour des investissements qui sont amortissables pour la chaufferie sur 25 ans, pour le réseau sur 50. Et moi, comme je ne suis pas capable, comme certaines peut-être d'entre vous, de savoir ce qui se passera dans 25 ou 50 ans, par contre, je suis capable de savoir ce qui s'est passé il y a 25 et 50 ans. Et je vois que si ceux qui avaient mis en place certains investissements, je parle des TGV ou je ne sais quoi, avaient eu rien que la rentabilité, sans doute qu'on n'aurait toujours pas de projet. Donc, le prisme économique, à mon avis, est une erreur, d'autant qu'en même temps, je vois pour la commune que je gère, on en profite pour
moderniser tous les réseaux. Et ça ne sera pas rentré dans l'équation économique du projet, mais ça sera rentré dans l'équation économique de la commune. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux ruraux devraient être un modèle et l'essentiel des soutiens devrait aller vers ce type de réseau justement pour leur faciliter l'équation économique puisqu'elles ne regardent que une rentabilité à assez court terme alors qu'on a des investissements très lourds. Pour la commune de Saint-Clément, le réseau de chaleur, c'est 800 000 €. Donc bon, c'est quand même un investissement important. Pour finir, j'aimerais dire quand même qu'il y a aussi les financeurs, des fois ils sont un peu compliqués. Du côté de l'ADEME, on nous oblige à avoir une intensité thermique je crois c'est 1 km linéaire, ou les gars, je m'y perds toujours un peu dans les watts, mais enfin bon, une certaine intensité thermique. Bon, c'est un peu compliqué, ça veut dire que si on a un gros consommateur, genre un EHPAD, on a très rapidement cette intensité thermique. Tant pis si ce même utilisateur n'a fait aucun effort sur la consommation d'énergie. Donc l'intérêt, on en revient tout à l'heure un peu aux taxes sur les réseaux, c'est que plus on consomme, plus on rentre de chiffre d'affaires. Et c'est un peu dommage. La deuxième chose, moi je vois, qui est très compliqué, c'est qu'avec la région Nouvelle-Aquitaine, les soutiens au réseau de chaleur, avec les fonds européens, il nous a fallu 2 ans pour avoir la validation de la possibilité de financer les réseaux de chaleur. Donc tout à l'heure, Patrick en parlait de la lenteur et de la longueur de la mise en œuvre des sujets. Tout est fait pour ralentir. Parce que quand on est dans le petit, ben, c'est des petites victoires. Alors, pour nous qui sommes en train de les porter, ça nous semble être des Everest. Et ceux qui les regardent de très loin ou de très haut disent pourquoi s'emmerder à soutenir ce genre de choses, parce que c'est une petite cuillère à café dans l'océan de ce qui est nécessaire à faire. Voilà. Vous coupez parce que le temps tourne, mais merci pour votre retour. Avant de passer à la clôture, juste par rapport à la dernière question, en 1 minute, si monsieur Sapin, vous pouvez répondre sur est-ce qu'il a été envisagé de revendre l'électricité en monnaie locale? Mais on n'est pas loin du Pays Basque, donc j'aurais bien payé en Oshko, mais on y a pensé, mais honnêtement, on y a pensé, mais on a tellement à faire, mais peut-être que ça se fera un jour, mais voilà, il faut quand même tout ce qu'il faut derrière, l'ingénieur et tout. Un sujet à suivre, voilà. donc très bien. Ouais. Et ben, je vous remercie beaucoup pour votre intervention, pour votre retour. Les questions qu'il y a, on vous les enverra pour savoir si vous voulez ajouter des compléments. Et puis, merci beaucoup. Donc, et je vais appeler les intervenants suivants pour la clôture. Donc, Estelle Carréricom pour la Banque des Territoires, Sandrine Hernandez, conseillère régionale à la région Nouvelle-Aquitaine, déléguée à la revitalisation, à l'urbanisme et au foncier, et Jonathan Lemeunier pour le SGAR et le côté transition. Estelle, je te propose de commencer pour la Banque des Territoires. Avec plaisir. Merci. Alors, c'est vrai que le constat est sans appel. Les interventions des messieurs les maires, l'AREC, l'ont confirmé ce matin face au changement climatique, à l'augmentation des factures d'énergie, parfois les contraintes réglementaires. On peut se retrouver dans des cas de décrets tertiaires. Les collectivités n'ont plus le choix que de relever ce défi de la transition énergétique. Et donc, merci à PQNA d'avoir réuni tous les partenaires autour aujourd'hui sur ce sujet crucial. Mais les territoires ne sont pas seuls. Voilà. Face à ce défi, pour passer à l'action. Vous n'êtes pas des extraterrestres, comme on a pu l'entendre dire. Au contraire, l'État, la région, la Banque des Territoires sont là pour vous aider et vous accompagner dans cette transition. Que ce soit dans le cadre du Fonds vert, déployé par l'État, complété par la Banque des Territoires,
ou alors dans le cadre de la stratégie de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts pour relever le défi énergétique, la BDT accompagne les territoires aux côtés des partenaires, surtout déjà en amont, pour structurer ces projets et aider les collectivités à passer à leurs décisions, passer à l'action. Pour les aider, eh bien, on déploie des ingénieries qui permettront de structurer les projets, de les planifier, de les qualifier. Et enfin, ça leur permettra par la suite de pouvoir accéder à des financements que la Banque des territoires mobilise, des financements essentiellement sous forme de prêts, qui sont de long terme, souvent, donc ça ne doit pas faire peur. Ça permettra de couvrir au sujet de rénovation énergétique des bâtiments publics, avec notamment un outil qu'on appelle Intracting, qui est un prêt pour pouvoir, pour pouvoir réaliser cette rénovation et qui sera remboursé avec l'aide des économies réalisées. Les sujets d'éclairage public, les sujets de mobilité verte, les sujets de production, stockage, distribution d'énergie. Voilà. On investit aussi la Banque des territoires aux côtés des sociétés d'économie mixte, des ENR et des syndicats d'énergie pour intervenir directement pour ces projets de transition énergétique. Voilà. Il faut savoir que grandes collectivités, plus petites collectivités, vous ne serez pas en reste non plus. Il y a aussi des outils qui permettent de mutualiser tous ces outils et d'accéder, même si vous êtes plus petit. Je prends l'exemple de l'Intracting. Il y a l'intermédiation via les EPIC ou les syndicats d'énergie qui permettent à tous d'accéder à ce genre de dispositif. Merci. Merci beaucoup, Estelle. Maintenant, Sandrine Hernandez, donc conseillère régionale pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci pour ce sujet qui est totalement d'actualité et je rejoins les propos précédents sur voilà, l'urgence finalement. Et je voulais saluer à ce propos les élus qui ont témoigné avant nous et les élus qui se sont déjà engagés sur ces questions de sobriété énergétique et de transition écologique. Il y a déjà un certain nombre d'années, alors qu'ils pouvaient être à l'époque voilà, surnommés les extraterrestres, mais qui étaient surtout des visionnaires et qui aujourd'hui ont un temps d'avance finalement sur les élus locaux qui n'ont pas saisi ce sujet-là vraiment comme une ambition à l'époque et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir conduire des grandes transitions, des grands bouleversements aussi dans nos modèles d'aménager les territoires avec des finances qu'on connaît pour les collectivités locales. Donc, c'est de vrais enjeux. Donc, je souhaitais saluer ces élus, à la fois les visionnaires et ceux qui s'engagent aujourd'hui dans ces questions-là. Alors, au niveau de la région, on a la feuille de route Néoterra, maintenant tout le monde la connaît, avec un certain nombre de déclinaisons sur ce sujet de l'écologie et de la transition énergétique, donc notamment avec un financement, on en parlait sur l'ingénierie, parce qu'on voit bien que les territoires ont besoin d'être accompagnés en ingénierie pour conduire ces politiques de transition écologique et énergétique. Donc à la fois en accompagnement des territoires TEPOS, ça a été mentionné aussi préalablement, et puis sur l'accompagnement aussi aux plateformes de transformation énergétique et de rénovation énergétique sur les territoires. Donc ça, c'est sur le volet voilà, des territoires TEPOS, ingénierie locale et territoriale. Ensuite, on a mis un fonds d'investissement en place, un fonds d'investissement qui s'appelle Terra Énergie, qui vise à accompagner les grands projets d'envergure sur la production d'énergie renouvelable et qui fait levier, donc c'est un fonds d'investissement à la fois privé et public, qui permet de faire levier sur des projets qui n'auraient pas pu voir le jour si la puissance publique ne mettait pas un peu d'argent sur la table pour financer ce type de projet. Après, en lien avec la revitalisation des centres-bourgs, parce que c'est mon sujet, c'est aussi le sujet de cette série de webinaires, on vient au financement sur l'habitat, la rénovation énergétique de l'habitat, alors plutôt en milieu rural, mais ça conduit aussi à la revitalisation d'un centre-bourg. On l'a évoqué lors d'autres webinaires, mais voilà, garantir une lutte contre la vacance en matière d'habitat sur les centres-villes et lutter contre l'indignité ou les passoires thermiques, c'est un vrai enjeu. Donc là, c'est mon collègue Florent Lacarrère qui porte cette politique à la région Nouvelle-Aquitaine et on essaye d'accompagner les communes au mieux. On en parlait sur les réseaux de chaleur, alors même si on sait que les délais, notamment avec les fonds européens, sont parfois
parfois longs, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour l'ingénierie qu'on finance sur les territoires, mais on a ces leviers de financement aussi. Et puis, j'ai aimé, mais comme je le dis souvent sur la revitalisation, la question de l'expérimentation, de l'innovation sur les territoires, et de voir comment on peut dupliquer ce qui se passe de bien, les expérimentations réussies, et comment on peut arriver à les dupliquer, les accompagner sur la région. Et puis je finirai peut-être par ce sujet de la question foncière, parce que c'est aussi dans mon périmètre de délégation, où il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Mais alors, je ne vais pas vous parler de SRADET ni de ZAN tout de suite, mais par contre, il y a un enjeu autour du foncier et des conflits d'usage finalement qui vont se poser à nous et qui vont se poser au territoire entre la valeur de la terre, est-ce qu'on y implante de la production d'énergie, est-ce qu'on réindustrialise, est-ce qu'on produit de l'habitat, est-ce qu'on on permet à une agriculture de se développer. Et tous ces sujets-là, finalement, la question du foncier, elle va être centrale demain dans les politiques locales. Et c'est aussi un enjeu pour la région dans le cadre de la modification du SRADET et de la mise en œuvre de la loi climat résilience qui va se poser à nous et qui aura un impact aussi sur la question énergétique, parce qu'en fonction des choix qui seront faits sur les territoires, la production énergétique sera plus ou moins possible, même si on attend encore la couleur de la fumée de l'Assemblée nationale. A priori, la question de la production du photovoltaïque ne devrait pas impacter l'artificialisation sur les territoires, mais voilà, ça reste encore un sujet. Et voilà, je pense que cette question foncière, même si elle est peu empreinte sur les centres-villes, centres-bourgs, mais dans tous les cas, dans le développement des territoires, ce sera une question essentielle et majeure. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour. Et donc, on termine avec Jonathan Lemeunier, donc pour le SGAR Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci et bonjour. Merci à PQNA déjà d'organiser cette webconférence qui, je pense, et ça a été dit, vraiment tombe au bon moment parce qu'on est vraiment en plein cœur de l'actualité sur cette question, et les témoignages et les illustrations apportées par messieurs les maires d'Escours et de Saint-Clément sont, je trouve, très parlante sur l'enjeu qui est celui de la maîtrise de l'énergie consommée, l'énergie produite, qui n'est pas qu'un enjeu national, mais on le voit bien, qui est un enjeu extrêmement territorial aujourd'hui, avec ce rôle et cette aussi responsabilité des collectivités pour identifier le type de mix énergétique qu'elles souhaitent pouvoir maîtriser en fonction évidemment de leur potentiel, des gisements dont elles disposent, et puis aussi des choix et ambitions locales. Donc on est vraiment dans une évolution qui est particulièrement forte, je pense, d'ancrage territorial et d'ancrage local de la transition énergétique. Et là, les collectivités, on l'a vu, c'était particulièrement marquant, ont un rôle, alors à la fois parce qu'elles ont des compétences et des prérogatives en termes de maîtrise foncière, vous l'avez dit, d'urbanisme, de planification, mais aussi, et peut-être, alors c'est un élément que je voulais peut-être aussi mettre en avant, dans leur capacité aussi à mobiliser les citoyens et à mener des concertations et à faire que cette thématique sorte d'une thématique de spécialistes, parce qu'elle est encore beaucoup dans un certain nombre de collectivités, et devienne un sujet on va dire, de concertation un peu permanent. Donc cet ancrage, alors comme le Conseil régional et comme la Banque des territoires, l'État souhaite l'accompagner. Alors il l'accompagne déjà, il y a des dispositifs qui ont été mentionnés via l'ADEME, par exemple les contrats de développement territoriaux du Fonds Chaleur. Je peux citer également le dispositif des générateurs, qui est un dispositif de conseil aux collectivités pour l'éolien et le photovoltaïque en particulier. L'État rend également un certain nombre d'avis pour les collectivités concernées sur les plans climat et énergie territoriaux, qui sont aussi des outils de planification très importants en la matière. Et je voulais juste apporter deux illustrations récentes et désormais assez connues, que sont le Fonds vert dans un premier temps. Donc c'est un dispositif mis en œuvre cette année. Alors pour la Nouvelle-Aquitaine, ça représente 174 millions d'euros, avec un succès pour l'instant qui est avéré, puisqu'on a actuellement 1600 dossiers qui ont été déposés par des collectivités, et principalement, et je pense que ça mérite d'être souligné, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et sur la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public. Donc ça, ce qui n'est pas étonnant évidemment, puisque quand on sait que le secteur du bâtiment représente plus de 40% de la consommation d'énergie, et que l'éclairage public, c'est également plus de 40% de la consommation d'électricité des collectivités. Donc le Fonds vert vient en appui de ça, avec vraiment cette vocation d'accélérer, et
et il a aussi pour vocation d'appuyer sur l'ingénierie. Donc ça, je pense qu'on s'y retrouve tous. On a bien vu qu'il y avait un sujet là important, notamment peut-être pour les plus petites collectivités, de venir en appui l'ingénierie. Donc ce sont vraiment des sujets montants. Et l'autre illustration, c'est, et ça a été cité également, c'est la loi d'accélération des ENR, et en particulier sur la planification. Donc là, les communes prochainement vont avoir un rôle fort d'identification de zones d'accélération des ENR en lien avec les intercommunalités. Là aussi, l'État vient en soutien via des référents préfectoraux qui permettront d'accompagner les collectivités, et également un rôle du niveau régional, puisqu'on a bientôt un comité régional de l'énergie coprésidé, copiloté par l'État et la région, qui donnera des avis sur ces zones, qui sont non seulement un enjeu de planification, mais je pense aussi d'embarquement de l'ensemble des citoyens au niveau territorial sur ces enjeux. Et la loi, alors peut-être pour le préciser également, parce que ça a été mentionné, elle apporte aussi des nouveautés en termes de partage de la valeur. Ça, c'est un point qui a été cité et qui me semble essentiel, de pouvoir faciliter la participation au projet, faciliter l'autoconsommation collective. Elle vise aussi à permettre de faire émerger de nouvelles filières, ou en tout cas de faire monter en puissance des filières qui étaient peut-être peu exploitées sur notre région, comme la géothermie. Et j'ai noté qu'il y avait des projets de géothermie développés dans les exemples que nous ont présentés messieurs les maires. Donc voilà, donc on voit que les leviers se développent, financiers, réglementaires, pour permettre une pleine mobilisation de cette thématique par les collectivités et les accompagner dans l'accélération de la maîtrise de l'énergie. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois pour cette clôture, de votre présence aujourd'hui. Je remercie aussi nos deux élus qui ont témoigné tout à l'heure, ainsi que Amandine Noël pour la REC. Je vous remercie aussi aux participants d'être restés jusqu'au bout. On vous dit à la prochaine fois et on vous met de la ressource également dans le chat, qu'on vous en reverra également par mail plus tard. Donc, restez connectés. On revient vite vers vous avec des réponses à vos questions et des documents supplémentaires, comme on vous l'a dit tout au long du webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit.